Salut à toi, on est parti pour la troisième partie sur les rotations articulaires contrôlées comme promis. Je vais te montrer les exemples du rack épaule et du rack hanche avec les différentes progressions et les différentes positions que tu peux envisager en montrant ce que moi j'ai effectué. Mais après, on en parlera dans la conclusion de la vidéo. Très important de créer tes propres exercices, comme j'ai dit sur la vidéo des différents niveaux de rack, créer tes propres exercices. Tu peux te placer n'importe comment tant que tu sais pourquoi tu le fais et quelles adaptations, sur quelle ligne de tissu, sur quelle fonction articulaire tu veux induire. Ok? Donc on est parti. Pour le premier niveau sur le rack épaule et sur le rack hanche, moi j'ai tendance, comme je l'avais dit, à placer une main sur le mur, sur un support, etc. pour justement être totalement à l'aise et éviter de tomber. Ok? Donc pour les racks de niveau 1 au niveau de la hanche et de l'épaule, même pour tous les différents niveaux de rack, il faut comprendre les fonctions articulaires qui sont appliquées. Dans le cas de la hanche et de l'épaule, toutes les fonctions, les deux articulations sont capables de bouger dans tous les plans de l'espace. Okay, donc rotation, abduction, induction, flexion, extension. Bref, ça on verra dans une des prochaines vidéos sur les fonctions articulaires qui est très importante pour que tu puisses comprendre comment agencer l'entraînement et penser différemment par rapport à auparavant. Ok? Donc par rapport à l'épaule, on va partir vers l'intérieur. Donc là, je vais essayer d'être très bref. Le but, c'est d'avoir le bras le long du corps, d'accord? Essayer de toujours amener le bras vers l'extérieur sur la première phase du mouvement. Là, on essaie toujours de le garder vers l'extérieur et on amène le bras vers l'intérieur. On amène le bras vers l'intérieur, on essaie de le monter petit à petit au-dessus de la tête. Donc là, on était avec le bras, avec l'intention de l'amener vers l'extérieur le plus possible. Là, on va essayer de tourner pour l'amener le plus possible vers l'intérieur. Et là, on va chercher en arrière. On va chercher en arrière sur les limites externes des amplitudes auxquelles on a accès pour aller les exploiter et les maintenir. Et on doit finir la phase aller avec le petit doigt devant. Ok? Et ensuite, tu vas chercher en arrière. Essaye de bien faire juste, j'amène le bras en arrière et j'amène pas le bras sur le côté en même temps. Essaye d'amener le bras en arrière. Tu tournes vers l'extérieur parce que là, on était tourné vers l'intérieur, mais vraiment, sur les rotations, il faut vraiment avoir une grosse attention de tourner vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ok? Et là, on refait le cercle. On revient vers l'intérieur et on revient en position initiale. Donc ça, c'est le premier rack de niveau 1 au niveau des épaules. Bien évidemment, si tu veux le faire avec ou sans support, moi j'aime bien le faire comme ça parce que ça me permet de mettre un peu plus d'irradiation, d'être plus stable, qui dit plus de stabilité, dit plus de production de force, dit mouvement plus lent, dit mouvement qui stimule un petit peu plus. Donc moi j'aime bien utiliser ça par exemple quand je vais m'échauffer sur une pratique et ensuite j'ai les gammes spécifiques. Ensuite pour le rack hanche, c'est pareil. Donc on va venir fléchir la hanche et en même temps amener le tibia vers l'intérieur. On essaie de monter le plus haut possible, bien évidemment sur le rack, comme je l'ai dit précédemment, toujours adapté en fonction des amplitudes. Donc là, je vois que c'est un petit peu douloureux. Je descends un petit peu. Je viens chercher vers l'extérieur. Je tourne. Et là, je vais chercher derrière. Et là, il faut bien sentir que le fessier se contracte. Ok? Et je reviens en flexion, mais cette fois-ci, pas avec le tibia vers l'intérieur, mais cette fois-ci avec le tibia vers l'extérieur pour faire une rotation interne. Tu verras, tu comprendras. C'est pas très difficile, même si ça peut porter à confusion. Ensuite, je reviens faire l'extension, je contracte bien mon fessier et mon ischio. Là, je vais chercher vers l'extérieur. Je fais attention à pas trop compenser, même si sur le rack de niveau 1, comme je l'ai dit, on est là pour découvrir le mouvement. On peut compenser un petit peu et ça sera super utile parce que justement, on va regarder les problématiques qu'on observe sur le rack de niveau 1 via l'évaluation pour justement bloquer les compensations sur le rack de niveau 2. Okay? Donc là, on amène vers l'arrière, vers l'extérieur, juste vers l'extérieur. Okay? Dès que tu ne peux plus aller vers l'extérieur, puisque là, ça peut pincer fortement, là, tu viens tourner. Tu vas tourner ton tibia vers l'intérieur et là, tu repasses en flexion. Tu viens rapprocher ton os de la cuisse par rapport au buste et tu vois bien que je ramène mon tibia vers l'intérieur et je reviens en position initiale. Donc ça compte comme une répétition. Je t'ai présenté le rack de niveau 1. Ensuite, on est sur les racks de niveau 2.
comme je l'ai expliqué, on vient travailler sur les compensations qu'on a observées sur le rack de niveau 1 et les bloquer pour gagner en dissociation et en variabilité de mouvement. Donc je prends mon cas, j'avais souvent tendance à cambrer lorsque j'effectuais le rack épaule. Tu vois, quand tu viens chercher en haut ici, j'avais tendance à faire ça. Et c'est normal, ça fonctionne un peu par association, mais le but c'est d'apprendre à dissocier. Associer n'est pas un problème parce que dans la vie de tous les jours, tu associes pour économiser de l'énergie, mais si tu n'es pas capable de dissocier, c'est aussi un problème. Donc il faut être capable d'associer ce que tu fais au quotidien, mais il faut être capable aussi de bouger indépendamment les segments l'un de l'autre. Okay, donc j'avais souvent tendance à bouger la tête et mes lombaires. Donc ce que je faisais, c'est que je me plaquais contre un mur, je me plaçais en rétroversion, donc l'action inverse de la cambrure. Tu vois, cambrure, on grandit, bah là je peux clairement me recroqueviller, tac, blocage positionnel. Pareil ici, là je suis bien placé. Ce que tu peux faire, c'est avoir aussi un blocage passif. Donc tu peux vraiment combiner les deux, blocage positionnel et blocage passif, en plaçant un bloc entre toi, ta tête et le mur, ou tes lombaires et ton mur. Et si tu en as deux, bah, tu peux placer les deux. Ce qui est bien avec les objets, c'est que vu qu'il y a la notion de gravité, si tu commences à compenser et à te déplacer, ton bloc il va tomber. Donc ça permet d'avoir une information instantanée et de dire ok, là il faut que je continue à rester bloqué, il faut que je continue à rester sans compenser. Donc là, je suis bien. Faire bien attention à avoir l'espace au niveau du bras pour faire le mouvement complet. Et là, je viens faire le mouvement. Et là, tu vas voir que comme tu bloques, ça sera déjà un petit peu plus difficile. Le mouvement sera automatiquement un peu plus lent, ce qui te permettra de produire un peu plus de force et d'avoir des niveaux d'irradiation plus importants. Et un deuxième exemple, c'est que j'avais aussi tendance à tourner un petit peu. Donc après avoir réglé cette problématique de compensation ici, je suis passé sur un autre blocage positionnel où je suis vraiment plaqué le thorax contre un support. Donc là, c'est contre un rack. Là, malheureusement, je ne peux pas te le montrer puisque ça va gêner un petit peu. Je ne pourrais pas faire le mouvement complet, mais bon, je pense que tu as un petit peu l'idée. C'est que je viens plaquer vraiment mon thorax contre le rack. Je viens vraiment faire un câlin avec la main opposée. Et moi, mon but, c'est vraiment d'empêcher tout type de… Tu vois, parce que j'aurai justement le feedback de « ah, je décolle ». Tu peux même placer un bloc entre toi et le rack pour justement avoir cette information de « ah, je décolle, bah, mon bloc il va tomber ». Non, on essaie vraiment de bloquer la compensation pour éviter d'associer. Bien évidemment, là, je ne peux pas te montrer parce qu'il y a ça qui me gêne, mais va vers l'intérieur, ok? Et dans le cas de la hanche, c'est pareil. Moi, j'avais souvent tendance à tourner mon buste lorsque j'effectuais la transition ici. Bah, c'est pareil, je plaque mon thorax contre le buste et je viens bloquer cette compensation. Ensuite, j'aimerais te montrer d'autres variantes de rack de niveau 2 où on va justement venir bloquer certaines compensations qu'on a pu observer sur le rack de niveau 1, mais qui sont faisables dans d'autres positions ou qui vont nous permettre de progresser parce que là, la gravité va agir sur nous. Okay, donc dans le cas du rack de niveau 2 de l'épaule, ce que tu peux faire, c'est te placer à quatre pattes. Okay, et là, ce qui va être plus difficile par rapport au rack de niveau 2 que je t'ai montré précédemment, où tu plaquais le dos, la tête ou le thorax contre un rack, c'est que là, il y a le phénomène de gravité qui va agir. Ça va être beaucoup plus difficile parce que la gravité agit sur toi. Okay, donc là, ce que tu vas faire, c'est que si tu utilises la main gauche, tu vas tendre la jambe opposée pour être plus stable et tu viens effectuer le mouvement. Ce qui est dur avec ça, c'est que tu peux avoir tendance à compenser beaucoup plus facilement que si tu étais debout. Donc là, il faut vraiment que tu cherches à te forcer, à te prépositionner vers l'intérieur, à essayer de tourner vers l'intérieur pour garder les épaules au même niveau. Pour éviter justement de compenser. Ça, c'est vraiment pas un rack facile du tout. C'est pour ça qu'on passe du temps dessus pour progresser et gagner en variabilité de mouvement.
Ensuite, pour le rack de la hanche, j'avais aussi tendance à beaucoup bouger au niveau du bassin. Donc ce qu'on a fait, c'est que je me suis mis couché. J'avais un bloc ici, justement. Bon, là, je ne l'ai pas, c'est pas très grave. Et je venais faire les racks de profil couché comme ça. Et ça me permettait justement de venir bloquer mon bassin sur le sol et d'ajouter aussi la composante de gravité pour rendre le mouvement plus difficile. Donc là, pareil, je pars vers l'intérieur, je viens fléchir, j'essaie de faire attention à ne pas trop compenser au niveau des lombaires. Tac. On va chercher. Hop. Donc comme je l'ai dit, sur les racks de niveau 2, on vient chercher à bloquer des compensations. Donc là, il faut vraiment essayer d'isoler la fonction articulaire de l'épaule ou de la hanche. Là, c'est pour ça que j'essaie vraiment d'être un peu plus focus. Parce que là, c'est pas comme sur un rack de niveau 1. On laisse place à la compensation, c'est pas trop grave. Là, on veut vraiment essayer de développer et d'isoler la fonction bien spécifique. Donc on fait attention à bien isoler, même si c'est un peu plus lent. Et c'est normal que ce soit un peu plus lent parce que c'est plus difficile. Ensuite, d'autres exemples, d'autres variantes de rack de niveau 2, 3 qui vont nous permettre de nous rapprocher d'un mouvement plus global ou pas forcément. Le but, c'est que aussi, le fait de varier différents racks, différentes positions, ça permet de stresser les lignes du tissu de manière variée. Donc, plus tu as de stimulations différentes, plus tu y seras, on va dire, habitué et tu pourras gagner en variabilité de mouvement. Et c'est cool en fait aussi de varier parce que vu que tu ne stresses pas toujours les mêmes lignes de tissu dans les mêmes plans de l'espace, etc., ça te permet d'éviter de l'accommodation et de surcharger toujours les mêmes lignes de tissu. Donc n'hésite pas à modifier aussi tes racks de niveau 2, 3 pour stimuler différentes lignes de tissu. Ok. Donc dans le cas de l'épaule, ce que j'ai pu effectuer aussi, c'était un rack en position de fente parce que là, vu qu'on essaie de se rapprocher quand même du niveau 3 qui est celui de faire un rack dans un mouvement un peu plus global, là on se rapproche d'un mouvement un peu plus global qui est la fente. Ok. Donc là c'est pareil, j'utilise un objet comme la balle ou comme un bloc pour avoir ce feedback entre mon genou et le mur pour savoir si lorsque je viens tourner, je compense. Très utile d'avoir un bloc passif pour être toujours informé de la potentielle compensation et essayer de la limiter au maximum pour gagner en dissociation. Ok. Donc même chose ici, sauf que là on est dans un mouvement un peu plus global, donc c'est un peu plus difficile. Bien évidemment, essayez toujours d'aller le plus possible à l'intérieur en faisant attention à ne pas trop tourner. Tac, et là tu fais la phase retour. Et tu fais ça durant le nombre de répétitions indiquées. Maintenant, dans le cas de la hanche, moi je suis directement passé sur un mouvement un peu plus global qui était la position de pompe. Donc dans le cas du rack hanche en position de pompe, c'est vraiment l'un des niveaux les plus difficiles parce que comme je l'ai dit sur le rack de niveau 3, on va vraiment inclure le rack dans un mouvement plus global. Et le fait de faire des racks hanche dans un mouvement plus global comme les pompes, ça rend le mouvement déjà beaucoup plus difficile parce qu'il y a une composante de gainage, une composante de stabilisation qui va faire que si tu commences à compenser, tu le verras, ça va forcément impacter ton gainage, ça va forcément être beaucoup plus difficile. Donc tu es obligé d'avoir une concentration maximale et une intention aussi de vouloir isoler vraiment la fonction articulaire de la hanche. Donc là, on se place en position de pompe. C'est vrai que ça peut être compliqué pour certains débutants quand ils ont des difficultés à tenir en gainage, mais je trouve que c'est très utile de passer sur ces racks de niveau 3, mais prends ton temps. Franchement, prends ton temps, passe sur les racks de niveau 1, niveau 2, passe énormément de temps dessus, gagne en fluidité, gagne en aisance sur le mouvement, et ensuite, tu testes et tu vois. Ok. Donc, tu te places en position de pompe, tu viens chercher, comme d'habitude, flexion et la rotation externe en même temps. Tu viens chercher vers l'extérieur. Mais tu vois, tu as des mouvements quand même assez limités. Mais tu essaies vraiment de moins compenser possible et tu essaies vraiment de contracter le plus possible. Chaque muscle, chaque fonction articulaire, chaque muscle qui est responsable de cette fonction articulaire bien spécifiquement pour aller chercher de hauts niveaux d'irradiation et développer
la fonction articulaire bien spécifique. Et ensuite, ce que tu peux chercher à faire quand tu auras passé suffisamment de temps sur des racks de niveau 3, c'est commencer à les lester. Donc là, tu pourras vraiment considérer que c'est un rack de niveau 4. Et sur le lestage, là, c'est sur quoi je suis introduit actuellement, il faut vraiment être progressif. Donc ne cherche pas à faire un jump de 4 kg avec une haltère, tu ne vas jamais pouvoir réussir, ou tu vas pouvoir réussir mais tu vas compenser de dingue. Donc privilégie le micro-loading, donc peut-être 0,5, 0,25 si tu as, ok. Et tu augmentes de manière extrêmement progressive au fur et à mesure des semaines et des mois, et tu pourras gagner en aisance et en irradiation avec de plus en plus d'intensité. Et pour les racks capsulaires de la hanche et de l'épaule, on va, comme je l'ai dit, stresser directement la capsule en effectuant uniquement la fonction primaire. Donc dans ton cas, ce que tu pourrais effectuer sur les racks capsulaires, c'est faire ça. Tu tiens durant la durée indiquée, à l'intensité indiquée que tu t'es programmé. Là, tu es sur l'extrémité de la rotation interne. Tu passes juste après sur la rotation externe et tu essayes de maintenir le plus fort possible, enfin, en fonction de ton intensité et en fonction de la durée que tu veux indiquer. Et tu fais ça sur le nombre de répétitions indiquées. Pareil pour la hanche, tu pourrais te placer ici. Et en plus, là, c'est cool, tu pourrais même te bloquer de manière passive ou positionnelle. Hop. Tu viens forcer vers l'intérieur à l'intensité indiquée, sur la durée indiquée. Et bien évidemment, l'intensité de la contraction, tu la fais en fonction de tes douleurs. Là, par exemple, moi, j'ai des petits pépins pour l'instant sur l'adducteur. Donc là, je ne vais pas forcer aussi fort que ce que je pourrais faire si j'avais un adducteur plus sain. Pareil. Et là, je vais faire la même chose. Je maintiens la position durant la durée indiquée. J'essaie de forcer à l'intensité indiquée. Et ensuite, je vais chercher la rotation interne, rotation externe. Tu m'as compris, durant le nombre de répétitions et la durée demandée. Pour les racks partiels, utilise-les uniquement si tu as du mal à recruter un tissu bien spécifique dans une fonction articulaire problématique. Moi, dans mon cas, j'ai des difficultés à bien sentir mon fessier quand je viens tendre ma hanche sur le rack hanche. Donc moi, je vais venir uniquement isoler. Attends, hop, hop. Et tu vois, je vais vraiment chercher à isoler uniquement cette partie-là. Et c'est vraiment de serrer très très fort, bien évidemment en fonction des douleurs. Donc là, je ne peux pas forcer autant que je le voudrais. Mais moi, mon but, c'est vraiment de me concentrer spécifiquement sur l'amplitude qui me pose problème, apprendre à recruter les tissus de mon fessier de manière isolée pour pouvoir après les solliciter dans un mouvement plus global. Donc ça, tu peux vraiment le faire pour toutes les fonctions articulaires problématiques où tu as du mal à recruter et où tu observes des compensations. Moi, tu vois, j'ai tendance à cambrer. Donc, ce que je peux faire, c'est, en plus de faire ça, c'est venir faire l'action inverse des lombaires, venir m'arrondir et venir contracter au maximum. Tu vois, là, ça viendra vraiment bloquer toutes les compensations. Et là, je dois me forcer à tout contracter. Ok, donc vraiment, tu peux tout imaginer. Vois juste qu'est-ce qui pêche dans ton mouvement, où est-ce que tu compenses, quel muscle tu as du mal à recruter. Et ensuite, tu viens déterminer l'amplitude que tu dois explorer pour justement travailler sur cette fonction problématique.